Et merci, nous sommes de retour sur le plateau de ce hors-série Décideurs Corporate Finance sur les transmissions d'entreprises familiales. Première partie, on explorait le scénario lorsque je n'ai rien préparé et qu'on doit transmettre. Pas évident. Ce qui en est sorti, je crois, hein, pour chers amis autour de la table, qu'il fallait bien anticiper, voir les bons experts et s'entourer très rapidement. En tout cas, pas forcément au moment où on arrive vers la transmission, mais peut-être un peu en amont, afin d'identifier les impacts organisationnels, structurels, familiaux qui vont arriver avec cette transmission familiale. Nous rentrons dans ce deuxième scénario maintenant. Si mes enfants souhaitent reprendre l'entreprise, quelles solutions mettre en œuvre pour éviter un scénario catastrophe ou en tout cas pour optimiser cette opération et faire en sorte qu'elle se passe dans les meilleures conditions? Je me tourne vers Pauline d'abord, puisque je le rappelle, vous êtes avocat associé au sein du cabinet Piotr Ginet. Avocat. Camille Bonnet, vous êtes avec nous, vous êtes notaire. Merci à nouveau d'être avec nous pour cette deuxième partie d'émission. Merci Mathieu. Dominique Bottazzi, directeur associé au sein du cabinet Roux. Bonjour. Et on accueille Fabien Jacquet, vous êtes directeur du pôle expertise immobilière au sein du même cabinet Roux. Tout à fait. Merci d'être avec nous, je crois que vous venez de Lyon, donc merci d'avoir fait le déplacement. Je vous en prie. Alors Pauline, quand mes enfants souhaitent reprendre, comment est-ce qu'on attrape cette solution? Comment est-ce qu'on se saisit du sujet? Il y a une chronologie dans l'intention de transmettre à ses enfants ou transmettre en général. Et en général, la première étape, c'est de déterminer la valeur de l'entreprise. Donc ça, c'est la partition de Fabien et Dominique qu'on appelle dans ce cas-là, qui vont intervenir en premier lieu, puisqu'ensuite, il va découler de cette valorisation les solutions et les options qu'on pourra proposer aux enfants repreneurs et aux parents qui souhaitent transmettre. Et nous nous retournons donc vers Dominique et Fabien, le duo du cabinet Roux, spécialisé en évaluation, pour comprendre combien coûte, combien en tout cas vaut le patrimoine professionnel, une entreprise et l'immobilier. Alors comment est-ce qu'on s'y prend pour savoir combien ça vaut une entreprise ou un bien immobilier? Il y a plusieurs méthodes. Je crois que Dominique l'a rappelé effectivement en première partie. Une méthode un petit peu patrimoniale, entre guillemets, qui se base sur une image du bilan à un instant T. Mais on sait bien que c'est pas la valeur économique de l'entreprise, que ça n'est qu'une photo, de l'historique, même si dans cette méthode-là, on essaie de réévaluer les différents actifs qui composent le bilan. Et on peut avoir des exemples de réévaluation. On peut avoir par exemple une marque qui a été créée, et qui donc là va être valorisée. Corporel. Voilà, qui en fait n'est au bilan que si vous l'achetez en fait. Donc tant que vous l'avez pas acquise dans un regroupement d'entreprises ou via une acquisition, elle n'est pas dans le bilan. Donc ça c'est éventuellement un actif qui n'existe pas dans le bilan et qu'on peut évaluer. Et puis après il y a toutes les réévaluations des autres actifs. Souvent l'immobilier quand même, s'il est effectivement dans l'exploitation ou à côté, et puis d'autres types d'actifs qu'on peut avoir. On peut avoir aussi des valorisations de process, de savoir-faire qu'on va valoriser, et c'est ce qui va rentrer dans l'ensemble on va dire, du fonds de commerce. Je m'arrête sur l'immobilier parce que vous êtes le directeur de ce pôle. Mm-hmm. On sait que 2023, c'est pas la folie côté immobilier, que le marché est un peu au ralenti, qu'on a connu des mois avec le moins de ventes dans le neuf historique depuis je ne sais combien d'années. Comment ça se passe de votre côté? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le bon moment pour évaluer, ou en tout cas passer à l'acte? On peut toujours évaluer pour savoir combien ça vaut, mais voilà, est-ce que le marché a pris un moins 10, moins 20, moins 30? Et je parle là plutôt des actifs entreprises, donc exploitation, bureau, ce genre de choses. Tout à fait. C'est vrai qu'on n'est pas sur le marché de l'habitation, entre guillemets, où là, c'est beaucoup plus transparent et on peut estimer les baisses. Sur l'immobilier entreprise, c'est très variable, en fait. Parce que d'abord, on n'est pas forcément sur des outils immobiliers d'investisseurs qui cherchent du rendement, mais qu'on est sur un outil d'exploitation, c'est-à-dire qui sert à générer l'activité. Donc on a à la fois de l'immobilier, on va dire pur, la coque, et puis à l'intérieur, il y a des aménagements spécifiques qui servent à l'activité. Donc les baisses de valeur, elles sont très variables selon le secteur. On ne peut pas tirer une grande moyenne. Parce qu'on voit notamment aujourd'hui dans des PME, PMI, nous on fait des évaluations régulières sur la partie immobilière, où l'outil de production, quand il n'y a pas de disponibilité, que le foncier n'est pas là, il y a des gens qui sont prêts à payer. Parce qu'aujourd'hui, acheter un terrain, ça vaut cher, ça demande du temps, les coûts des matières premières ont augmenté, et donc du coup, un outil d'exploitation qui est déjà existant avec un repreneur qui part, ça peut aider quelqu'un, et il rachète directement. Et là, il est prêt même à surpayer, ce qui est contre-intuitif dans le marché actuel. Maintenant, après... Excuse-moi, mais avec la loi ZAN, zéro artificialisation nette,
le foncier va devenir un vrai sujet, en fait. Et on voit bien, alors, nonobstant les problématiques d'autorisation d'exploitation, etc., mais on gagne facilement déjà 2 ou 3 ans. On a vu récemment que des projets de construction d'entreprise, il me semble que c'est l'entreprise Le Duf qui a renoncé à construire une usine parce que ça faisait 5 ans. Entreprise familiale également. Entreprise familiale également. Ça faisait 5 ans qu'ils essayaient d'obtenir des autorisations, des permis de construire, des autorisations d'ouvrir. Ils les ont pas eu, ils ont craqué. Et on voit bien aujourd'hui, effectivement, que quand ça existe, ça vaut, le fait d'exister, ça vaut quelque chose. Parce que cette loi viendra pas évidemment obliger qui que ce soit à détruire ou à mettre aux normes un actif existant. C'est plutôt sur le neuf, quoi, enfin la construction. Il y a les deux. Il y a le décret tertiaire sur la remise aux normes des bâtiments. Donc ça qui aussi a un coût et parfois dans l'exploitation aussi. C'est-à-dire que tous les actifs tertiaires sont soumis, en tout cas dès qu'ils dépassent une certaine taille. Et on le voit, on a eu des exemples, effectivement, quand vous êtes dans le centre de Paris, par exemple, si je prends un restaurant, la remise aux normes, etc., c'est déjà pas toujours possible et ça coûte énormément cher. Et après, pour revenir sur les terrains et la loi ZAN, le décret n'est pas sorti aujourd'hui, mais clairement, ce qui est dit, c'est que certains terrains qui avaient été constructibles, passés dans le PLU comme constructibles, si au bout de 10 ans, il n'est pas construit, il y a des chances qu'ils redeviennent non constructibles. Ouais. Donc on revient en arrière. Et on a des exemples aussi sur la périphérie parisienne, où on a, encore une fois, sur certaines activités, un peu une envolée des prix de l'immobilier d'exploitation. Mais en fait, c'est pas l'immobilier qui augmente, c'est le foncier. C'est-à-dire que c'est la rareté du foncier qui fait monter un peu les prix, parce qu'il y a des gens qui vont arriver, qui vont se dire, moi je vais détruire l'immobilier et je vais reprendre le foncier pour faire autre chose. Donc en tout cas, pour vous, pas de tendance, en tout cas pas d'identification d'une tendance baissière sur cet immobilier d'exploitation. Pas systématiquement, en fait. Parce que c'est un immobilier d'exploitation, donc qui est soumis peut-être moins aux mêmes règles. Si je veux une activité, il faut bien que j'ai l'usine qui va avec. Sauf éventuellement à Paris, où là, effectivement, on a une rareté assez forte, voire extrême, du foncier. Même si, pour trouver un F6 à Lyon, c'est pas facile non plus. Non. À contrario, la valeur de l'immobilier, alors là, on a vu l'aspect, j'allais dire, positif, le fait que ça existe, ça vaut de l'argent, mais à contrario, c'est un immobilier qui est pas très fluide, qui est pas très liquide. Si l'entreprise exploitante se porte mal, eh ben on revient sur la notion de risque que l'on a évoquée en première partie. L'investisseur, il va avoir le même raisonnement. Si aujourd'hui il y avait des opérations de sell and leaseback, par exemple, de dire je vends mon immobilier pour le louer et dégager du cash, l'investisseur va se poser la question, est-ce que le preneur est solide? Est-ce que les fondamentaux sont solides? Est-ce que l'entreprise sera là? Parce que je sais bien que si l'entreprise est plus dedans, ça va être hyper compliqué de revendre l'immobilier et ça va être même très compliqué de le louer. Donc les deux, l'immobilier d'entreprise, et ça fait partie de l'équilibre des valorisations aussi dans l'ensemble du patrimoine, entre de l'immobilier d'entreprise qui peut valoir de l'argent mais qui est quand même très dépendant de l'activité, et puis du patrimoine, un immeuble dans Paris ou un appartement dans Paris. Beaucoup plus liquide. Totalement liquide. Sur la valo, est-ce qu'on a vu tous les points ou est-ce qu'il y a d'autres points à avoir en tête, chers amis? Non, mais ce qui est intéressant, effectivement, ce que disait Dominique, c'est qu'aussi pour pouvoir, peut-être pas aller jusqu'à piloter la valeur, mais en tout cas, arbitrer la valeur, encore une fois, il le rappelait, l'immobilier d'exploitation, il ne vaut aussi que, et en grande partie, par l'exploitation. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir aussi choisir de dire, parce que c'est le loyer qui va guider en fait la valeur, de dire, est-ce qu'on met plus de valeur sur la partie immobilière ou est-ce qu'on la met plus sur l'exploitation en ayant un loyer faible et en valorisant plus le fonds. Voilà, sachant qu'on est quand même pas, on fait pas non plus ce qu'on veut, on est dans une fourchette, mais on a une valeur, c'est pas un chiffre, c'est une fourchette de valeur. Donc ça permet des fois d'arbitrer en fait. Et oui, parce que c'est pas anodin ce dont vous parlez. On avait oublié que là, dans cette partie de l'émission, on essaie de vendre à ses enfants. Du coup, le but c'est pas forcément de tout vendre les compartiments, enfin que tous les compartiments se retrouvent chers, en tout cas en haute fourchette, parce qu'il faut rester évidemment tout à fait connecté à la réalité des actifs que vous évaluez, c'est votre métier. On a le gendarme du fisc derrière. Voilà, c'est évident, on le rappelle, mais je veux dire, on parle évidemment de métiers encadrés. Par contre, c'est vrai que si je dois vendre à mes enfants, j'ai pas forcément envie de leur vendre en haute fourchette. Alors c'est vrai, mais je pense qu'il faut quand même être raisonnable. Effectivement, on peut être tenté de tirer les valeurs vers le bas. Le fisc, compte tenu des abattements assez importants, voire extrêmement importants, qui a été évoqué par Pauline,
le sujet de la valo de l'entreprise, quand on est sur des abattements si importants, c'est pas franchement le sujet. Je suis pas sûr que ce soit le fisc, en fait, dont il faille se méfier le plus. À mon sens, ce dont il faut se méfier, c'est de maintenir l'équité entre les héritiers, entre ceux qui vont reprendre l'entreprise, voire travailler dedans, et ceux qui vont avoir d'autres éléments d'actifs. Le pire qui pourrait subvenir, c'est les dissensions familiales, en fait. Hein. On n'est pas d'accord. Tiens, on a sous-évalué l'entreprise et puis l'héritier qui a récupéré l'entreprise. Bon, donc je pense qu'il faut rester assez neutre. Il ne faut pas essayer d'être dans le bas de la fourchette pour minimiser les droits. Tout le monde essaye de payer le moins possible. C'est assez légitime et très français. Pour autant, je pense qu'il faut quand même rester raisonnable. Et encore une fois, je pense que ça, c'est l'intérêt de la vie neutre, c'est de dire, bon, oui, on peut essayer d'être dans le bas de la fourchette, comme l'a dit Fabien. À un moment, voilà, il y a quand même une fourchette. Et puis, quand on se présente chez le notaire, avant même de parler de l'administration fiscale, à un moment, quand on est vraiment en dessous de la fourchette, ça tique un peu quand même. Hein. Beaucoup. Mais se pose aussi la question en fiscalité des sociétés à prépondérance immobilière, oui. où l'imposition n'est pas la même, et où donc, du coup, c'est là où ça peut être un point de vigilance aussi. C'est-à-dire que quand on a l'immobilier qui est dans l'exploitation, dans la société d'exploitation... Et qui représente une partie importante. Et si la valeur de l'immobilier, c'est plus de 50% de la valeur de l'actif net, ça va pas être la même imposition. Donc c'est là aussi... On perd du trade dans ce cas-là, ou quand même pas? Faut l'analyser, mais effectivement, parmi les conditions du pacte Dutreil, parmi les conditions, il faut que l'activité soit commerciale, industrielle, etc. Donc, effectivement, toutes les entreprises qui sont à prépondérance immobilière ne sont pas éligibles. Ah, si une SCI en Dutreil, ça ne marche pas, donc. Ça marche pas. Ah, dommage. Bon, vous l'espériez, désolé. Mais justement, puisque pour la valo, on est clair et qu'on voit un premier point fiscal important, je me tourne vers Pauline. Voilà, sur le Dutreil, ça permet de préserver donc la valeur pour les entreprises. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser l'opération d'un point de vue fiscal au global pour les héritiers? Effectivement, le Dutreil, on l'a évoqué à plusieurs reprises, mais on n'est pas rentré dans le vif du sujet. Je ne vais pas détailler le régime, ce serait un peu indigeste. Puis on est là pour ça, nous, quand les dirigeants souhaitent venir nous voir et nous consulter. Mais c'est vrai que c'est un dispositif qui est très intéressant pour la transmission intrafamiliale, parce que finalement, ça permet de transmettre une entreprise et d'être exonéré à hauteur de 75% de la valeur transmise. Alors, on avait dit 90% tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, on peut cumuler le pacte Dutreil et un autre dispositif dans l'hypothèse où on donne avant 70 ans, et en pleine propriété. Donc, à chaque fois, on a l'impression que c'est simple. Il y a des petits tiroirs dans toutes les... Voilà, on voit bien les distinctions. Si vous avez déjà transmis un appartement en nue propriété à vos enfants, là, ça ne marche pas. C'est en pleine propriété, la transmission. Exactement. Transmission en pleine propriété qui permet de bénéficier d'une réduction de 50% des droits. Donc, en fait, quand on cumule ces deux régimes, si tant est qu'on soit éligible, bien entendu, aux conditions, alors on se rend compte que l'exonération de droits de mutation atteint 90% de la valeur transmise. Ce qui est important. Mais bien entendu, il faut s'y prendre un peu à l'avance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc oui, le pacte Dutreil, c'est un dispositif fort sympathique qui se rencontre tant dans le cadre de transmission entre vifs. On en fait beaucoup. Ouais, j'imagine quand même. On en fait beaucoup. Mais en revanche, alors j'entrerai pas dans les conditions parce que ça peut être plus ou moins complexe et c'est notre rôle aussi de déterminer les conditions d'éligibilité du dirigeant qui souhaite transmettre et puis finalement de mettre en place le pacte Dutreil le cas échéant. Mais nous, les avocats en général, je pense, on est plutôt consultés pour des transmissions entre vifs, avec application du pacte Dutreil. En revanche, les notaires, vous êtes concernés aussi par la transmission par décès, qu'on voit, nous, beaucoup moins. Mais vous êtes concernés, finalement, vous êtes sollicités, en tout cas, sur les deux possibilités de transmission dans le cadre de l'application du pacte Dutreil. Oui, parce que comme on le disait tout à l'heure, au décès du dirigeant, on peut faire un pacte Dutreil à ce moment-là. On a le droit. On n'est pas obligé de le faire du vivant du chef d'entreprise. Donc, on peut le faire au moment de la succession pour bénéficier de la fiscalité. Et là, dans ce cas-là, ça s'applique. Et dès lors que, toujours pareil, que les conditions sont remplies, les héritiers peuvent demander l'application de cette exonération partielle. Et vous voyez pendant le point de Camille s'afficher un tableau qui va vous permettre de bien comprendre ce que Camille Bonnet va vous dire, qui est donc notaire pour rappel et qui connaît bien ces situations. Donc,
en effet, il y a plusieurs façons de cumuler. Il y a beaucoup de petits tiroirs, comme Pauline le disait. On peut cumuler plus ou moins des réductions en pourcentage. Donc, on parlait tout à l'heure du pire, donc on n'a rien fait et on fait rien. En gros, on est imposé à plus de 45% au moment de la succession. Si on s'y prend en avance, soit en pleine propriété, où on a une réduction supplémentaire, soit en nue propriété, où là, on n'a pas cette réduction supplémentaire, mais comme la nue propriété est déjà une partie de la pleine propriété, ça permet de décaler. Et plus on commence jeune, donc plus ça permet d'avoir une imposition qui représente un faible montant. Donc, si on part à peu près sur les montants qu'on a indiqués tout à l'heure, on peut arriver de 45% si on fait rien, on prépare rien au moment de la succession, à je m'y suis pris en avance avant mes 70 ans, en nue propriété, avec impact du trait, et on peut arriver à une imposition à minima de 5,63%. Donc, on passe de 45 à quasi 6%. C'est vraiment intéressant, sachant qu'en plus, si on fait le pacte du trait du vivant et qu'on commence tôt, on peut cumuler ça avec les abattements applicables, puisque chaque parent peut donner à chaque enfant jusqu'à 100 000 € sans payer de droits. Et ça se renouvelle tous les 15 ans. Donc, si on fait un pacte du trait tôt, qu'on utilise cet abattement, qu'on utilise soit la nue propriété, soit la pleine propriété avec l'abattement supplémentaire, et qu'on recommence 15 ans après, eh bien, au final, on peut arriver à une fiscalité plus que supportable dans la transmission de l'entreprise. On peut même parler presque de fiscalité très optimisée. Hein. Je veux dire, enfin, c'est pas un gros mot, mais là, c'est très supportable quand même. C'est très supportable, oui. 5%, enfin, moins de 6%, voire en cumulant ces abattements, de pouvoir encore descendre en dessous, ou en tout cas, on est quand même dans quelque chose de très, très, très optimisé. Et ça existe dans des autres pays, ce genre de régime, parce que là, j'ai l'impression quand même qu'on est dans des niveaux de prélèvements qui sont bien loin de ce qu'on peut en général entendre sur la France. Oui, alors en fait, le but de la loi Dutreil, justement, c'était de pérenniser ces entreprises familiales, que l'entreprise et toute son organisation, notamment tout ce qui est usine, etc., puisse continuer, rester en France et pouvoir comme ça continuer économiquement à participer au niveau national de l'emploi, etc. Donc c'était vraiment intéressant. Et oui, on retrouve ça notamment en Europe, en Italie, en Allemagne, et c'est encore plus utilisé dans ces pays-là où il y a une vraie culture de l'entreprise familiale. Et d'ailleurs, il y a à peu près l'équivalent du pacte du trait en Allemagne. Comment il s'appelle normalement. Je voulais voir, c'était le piège. Voilà. Je l'ai pas noté, mais très, très utilisé. Mais là, par exemple, il est plus axé sur le côté social de l'entreprise, avec la nécessité de conserver un certain pourcentage d'emploi, etc. Donc, en fait, du trait, c'est vraiment un outil économique à la base pour mettre en place tout ça. On l'a vu en introduction, pour rappel, seulement 17% d'entreprises familiales en France versus 60% en Italie, ce qui vous montre bien qu'effectivement, ce genre de loi n'a pas été mis en place qu'au bénéfice des cédants et de leur famille. On parlait de gouvernance à l'instant en Allemagne sociale, puisqu'ils ont une gouvernance un peu différente dans leurs entreprises. Gouvernance intrafamiliale. Camille, on continue avec vous. Comment je transmets à un seul enfant sans léser les frères et les sœurs ? Alors, on peut trouver, il y a plusieurs systèmes. Le premier système, c'est l'enfant repreneur doit indemniser ses frères et sœurs, parce que l'intérêt, c'est de faire une donation-partage pour préserver l'égalité entre tous les enfants. Et c'est pour ça que la valorisation de l'entreprise est très importante. On a besoin d'une égalité, d'un équilibre entre les enfants qu'il faut préserver, d'où une valorisation vraiment objective pour protéger tout le monde. Ensuite, donc, on a cette valorisation, on constate dans la donation que l'enfant repreneur va donc bénéficier de cette donation, de cette entreprise, et il doit indemniser ses frères et sœurs de même montant. Ce que les frères et sœurs n'ont pas, il doit leur donner. Alors, soit il a les liquidités, c'est très bien, il les verse tout de suite aux frères et sœurs, tout le monde est content. Voilà. C'est rare. Donc, c'est quoi c'est 1% du temps ou quand même parce que c'est vrai que de pouvoir donner
plusieurs millions comme ça à ses frères et sœurs. Après, ça dépend de la valorisation. Mais c'est pour ça que c'est très important aussi de commencer tôt. C'est que ça permet d'étaler les versements dans le temps et de ne pas avoir à sortir tout de suite une somme importante. Donc, c'est assez rare. Il y a quelques années, souvent, il y avait des prêts. Bon, depuis 2023, c'est un peu plus compliqué. On peut aussi prévoir un versement de la soulte dans le temps en disant, bah voilà, on va la verser sur 10 ans aux frères et sœurs. Alors souvent les frères et sœurs, ils se disent, il a l'entreprise, il a tout de suite les revenus, nous on doit attendre. Et puis on a un risque de revalorisation de la soulte, parce que si les circonstances économiques changent, et donc la valorisation notamment de l'entreprise, On peut pas les caper. frères et sœurs... On peut pas caper à plus ou moins 10%, ou alors dire c'est un prix fixe. Après, de toute façon, il y a une inflation. Donc, j'imagine que tout ça est réévalué avec l'inflation. Souvent, l'inflation ou même la valorisation, en disant dans le temps, les frères et sœurs peuvent dire voilà, l'entreprise a pris de la valeur, nous, notre soulte, elle est toujours la même, ça fait 10 ans qu'on n'a rien touché, c'est normal, on refait les comptes aujourd'hui. Donc ça peut être compliqué. Et c'est pour ça qu'en pratique, il y a eu des montages qui ont été mis en place, et notamment le Family Buyout, qui va permettre à l'enfant repreneur, grâce à ce montage, de contenter tout le monde. Alors, Voilà. on parle souvent de LBO, de leverage buyout avec l'industrie du private equity sur ces plateaux. Vous-même, du coup, Pauline, vous travaillez dans un cabinet qui est extrêmement reconnu sur la partie LBO. Qu'est-ce que le Family Buyout ? Alors, le Family Buyout, c'est comme le LBO, mais sans investisseur financier. Finalement, c'est quelque part l'enfant repreneur qui va jouer le rôle d'acquéreur. Et comment ça se passe ? Ça se passe, si je synthétise un peu grossièrement, en 2 temps. On va avoir le parent ou les parents dirigeants qui vont donner les titres à cet enfant repreneur. Yuko ? Alors, non, qui vont... Enfin, il y a plusieurs formules. Hein. On rentre pas là-dedans, Il y a pardon. plusieurs formules. Voilà. Mais non, mais pour synthétiser, pour comprendre un petit peu le mécanisme, les parents donnent les titres de la société à l'enfant repreneur. On cumule un pacte du trade si on peut, c'est quand même l'objectif. Et puis ensuite, cet enfant repreneur qui détient désormais les titres de la société opérationnelle va les apporter à une holding qui va s'endetter pour finalement dédommager ses frères et sœurs et pour leur payer la soulte. Et l'avantage et l'effet de levier, c'est un peu comme de la LBO, c'est-à-dire que, en tout cas le levier fiscal, c'est que la société opérationnelle va faire remonter des dividendes pour que la holding puisse rembourser les échéances d'emprunt. Donc, les enfants qui n'ont pas été repreneurs ont bénéficié du paiement de leur soulte immédiatement. Et puis finalement, avec les résultats de l'entreprise opérationnelle, la holding est en mesure de payer les échéances d'emprunt. Donc, ça fonctionne très bien. Cela dit, et ça rejoint ce que disait Camille à l'instant, en 2023, la mise en place de FBO, ça a été assez timide. En particulier parce que les taux d'intérêt d'emprunt créent une petite frilosité de la part des repreneurs d'endetter la holding qui va être, on va dire, bénéficiaire des titres de l'opérationnel. Merci beaucoup, Pauline, pour ce point sur le Family Buyout. Camille, on continue avec vous 1 seconde avant de passer à Dominique, qui a un point pour Dominique et Fabien qui doivent terminer cette partie où on transmet aux enfants. Oui, parce que si le chef d'entreprise a d'autres biens, notamment immobiliers ou des placements, il peut aussi les transmettre aux enfants de sorte qu'il va commencer à partager son patrimoine en disant tel enfant aura l'entreprise, tel autre enfant la résidence secondaire, tel autre tel investissement. Donc on peut aussi faire ça et ça permet d'organiser vraiment la transmission et de rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que une transmission, le but n'est pas uniquement fiscal, c'est-à-dire de faire des économies. Le but est d'arriver à éviter les conflits familiaux, à faire quelque chose d'équilibré, de juste, et que tout le monde puisse s'y retrouver. Et bien sûr, à moindre coût. Et c'est pour ça que le côté fiscal est très important à mettre en place. Il faut vraiment vérifier les éléments, mais la valorisation est très importante pour que aucun enfant ne se sente lésé et qu'il ne puisse pas y avoir de ressentiment les uns avec les autres qui pourraient ressortir au moment de la succession. Donc, on traite tous les problèmes tout de suite et c'est le fait d'avoir une valorisation précise, objective et identique entre tous les biens, enfin fait de la même manière, permet de rassurer vraiment les enfants sur cette transmission de patrimoine en fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre possibilité que la soulte ? Je me retourne vers Dominique et Fabien.
Alors ça, c'est plutôt les notaires qui pourraient le dire, en l'occurrence, mais par rapport à ce qui a été évoqué, moi, ce que j'ai en tête, c'est que qu'on soit en FBO ou qu'on soit avec le paiement de la Soule, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait de l'argent à un moment, et ça veut dire qu'il a peut-être fallu, très en amont, en fait, réfléchir à l'organisation de l'entreprise. Alors, soit en création de valeur de l'entreprise, donc à un moment piloter les décisions stratégiques dans les 5 ou 10 années précédentes, en ayant cette idée de il faut peut-être faire moins de patrimonial et plus de création de valeur de l'entreprise elle-même. Il faut peut-être à un moment privilégier la génération de dividendes, parce que le dividende va permettre de créer des liquidités qui vont permettre, pourquoi pas, de payer la soulte ou de dédommager, entre guillemets, les enfants non repreneurs. Et puis, dans l'hypothèse, peut-être qu'un jour, les taux de crédit vont baisser et on verra à nouveau des FBO. Il faudra, de toute façon, c'est comme LBO, hein, il faut bien qu'il y ait de l'argent qui remonte quelque part. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise doit, à ce moment-là, être organisée pour générer de la valeur, générer du dividende, et ça ne va pas se faire en claquant des doigts le jour où on a décidé de faire la transmission. Donc ça veut dire qu'en amont, il va falloir réfléchir à comment l'entreprise est organisée par rapport à cette création de valeur, cette génération de dividendes. Et encore une fois, on en revient à cette notion de temps et de temporalité. Réorienter l'organisation d'une entreprise, ça ne se fait pas en quelques mois, ça se fait à peine en quelques années. Et donc, moi, quelque part, ce qu'on voit, nous, c'est qu'il faut s'y préparer très, très en amont, même si on n'engage pas immédiatement les démarches, mais intellectuellement, psychologiquement, de se préparer à cette idée, d'organiser l'entreprise pour ça. Alors, l'organiser à tout point de vue, hein, c'est avoir le management qui va bien. On a parlé de la reprise par les enfants. Ce que l'on voit nous aussi parfois pour des chefs d'entreprise qui nous interrogent, c'est ils pensent que leurs enfants vont reprendre parce qu'ils travaillent dans l'entreprise, mais c'est pas parce qu'ils travaillent dans l'entreprise, c'est pas parce qu'ils aiment l'entreprise, c'est pas parce qu'ils aiment ce business qu'ils ont envie de reprendre l'entreprise. Ou qu'ils sont en capacité Qu'ils sont en capacité de. Et en fait, on n'a jamais trop expliqué à papa que oui, on aime bien l'entreprise, mais qu'on n'a pas envie d'y passer ses nuits et ses week-ends comme lui. Bah voilà, c'est un moment de mettre le sujet sur la table. Est-ce que véritablement les enfants ont envie de reprendre ? Et ça arrive quand même assez régulièrement qu'ils disent bah non, en fait, pas du tout. Et donc là, il faut retrouver des solutions. Et encore une fois, du temps. Toujours, il faut du temps pour se réorganiser. Merci Dominique. Le mot de la fin pour Fabien, qui est notre expert sur ce segment pour la partie immobilière. Est-ce qu'il y a une chose dans la partie patrimoine immobilier que vous souhaitez évoquer pour clôturer cette partie ? De toute façon, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est anticiper, c'est choisir. Pour évaluer l'immobilier, il y a plusieurs méthodes, mais ça, on a plus ou moins l'idée. On fait des comparaisons, donc on a un prix de marché, c'est le marché actuel, pour avoir la juste valeur au moment où on fait la transmission, au moment où on prend les décisions. Donc ça, c'est par comparaison. Mais il y a aussi des méthodes par capitalisation du loyer, donc de la même manière. Tout à l'heure, donc projeter un loyer permet d'imaginer une valorisation. Voilà. Et donc ça, Et concrètement, Fabien, pardon, voilà, je mets 1 million de loyer sur un bien annuel, pardon. Annuel plutôt, parce que ça fait cher. Mal. Ça veut dire quoi que quand on part sur la méthode de projection des loyers, on prend quoi 2, 3, 5, 10, 15 ans de loyer pour valoriser un bien ? C'est quoi aujourd'hui pour le chiffre, la méthode ? On parle plutôt de taux de rendement en fait attendu par un investisseur et donc du coup qui va découler sur un multiple. D'accord. En fait, on divise un flux par un taux de rendement, ça fait un multiple. Si vous attendez 5% de rendement, vous allez avoir un multiple de 20. Si vous attendez 10%, vous allez avoir un multiple de 10. Et de la même manière sur la valeur d'entreprise. Et on a un taux pivot en immobilier qui est souvent de 7%, 8%. C'est ce qu'on voit des fois aussi sur immobilier d'exploitation, vous voulez dire ? Immobilier d'exploitation, c'est-à-dire sur des redressements. On a vu effectivement des chefs d'entreprise qui font des montages, par exemple, et qui construisent leur propre immobilier et mettent en place un loyer sur un rendement de 10 ou 12% parce qu'ils estiment que eux, ils ont besoin de cette rentabilité-là pour rentabiliser l'investissement qu'ils ont fait. Et le fisc, des fois, qui arrive, qui dit, non, moi, c'est 8. Et en réalité, en fait, c'est pas le fisc ou c'est pas la mise en place d'un loyer un peu piloté, c'est le marché qui doit dicter ça. Et avec une méthode par comparaison qui vient corroborer aussi la valeur. Donc, on retrouve, en réalité, les deux méthodes sont liées, finalement. Les deux méthodes sont liées et on pas toujours, il y a une méthode investisseur, vraiment là, c'est un flux, et une méthode
par comparaison, qui est plus un utilisateur aussi, qui a peut-être des fois une vision un peu plus long terme. C'est très clair, merci Fabien. Donc 8% pour ce taux de renta, on va dire, pivot, celui dans lequel vous êtes plutôt à l'aise lorsque vous construisez votre évaluation d'immobilier avec Fabien, Dominique et le cabinet Roux. Merci infiniment. Nous terminons cette deuxième partie. Nous avons évoqué bien des points, le pacte du trail, la psychologie, les momentum, l'anticipation, l'évaluation immobilière, lorsque l'on souhaite transmettre à ses enfants. Nous continuons cette émission dans un instant avec une dernière partie qui consiste à vous expliquer ce qu'on fait lorsqu'on a bien préparé les choses, mais que tout ne se passe pas comme prévu. Vous regardez For Change. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans quelques instants.